Alors ce soir, c'est un très beau moment pour l'évolution de la maison Sarrazin. C'est très intéressant et je voudrais vous présenter Gabrielle Fortin, qui est travailleuse sociale, qui fera la présentation en compagnie de François. Gabrielle, elle est travailleuse sociale, professeure de service social à l'Université Laval. Elle est également clinicienne à ses heures à la maison. Donc, ce qu'elle enseigne, elle le vit, elle le sent, ce qui est une très belle qualité pour un professeur. Bienvenue, Gabrielle, et merci. Et François aussi, son collègue de présentation. François a travaillé sur l'équipe de recherche de la maison Sarrazin et avec des petits moyens, mais une très grande vision. Il a réussi à développer le réseau québécois de recherche en soins palliatifs et de fin de vie. Alors, c'est un réseau maintenant qui est international avec des chercheurs internationaux et c'est vraiment un leader national en recherche. Il y a même un comité aviseur international maintenant de ce réseau et vous voyez, il est associé à la maison. Alors, c'est très, très bon pour être capable de mieux s'approcher de la recherche, de comprendre l'impact de la recherche aussi dans notre façon de travailler avec les meilleures évidences cliniques, avec les meilleures évidences cliniques organisationnelles, de pratique, etc. La maison travaillait déjà en utilisant les produits de la recherche, mais grâce au travail du groupe de recherche, c'est encore plus près de nous. Alors, dans un premier temps, Gabrielle et François vont vous parler de ce que sont les soins palliatifs, ce qu'on sait tous, et dans une approche sous l'angle de la recherche, quels sont les mythes et la réalité associée à la recherche, associée aux soins palliatifs, et vous présenter par la suite le réseau qui est géré par François comme directeur scientifique de ce propre réseau. Et Gabrielle reviendra par la suite pour présenter quelques petites recherches, quelques profils là, qui étaient reliés à des retombées de la recherche. Alors, je vous souhaite vraiment une très belle soirée. Je vous remercie de votre assiduité, de votre présence, de votre intérêt aussi, et aller encore plus loin pour l'amélioration des soins palliatifs et de fin de vie. Bonne soirée. Merci. Merci, Brigitte, pour cette excellente introduction. Je vais partager mon écran. On a une présentation PowerPoint qu'on va vous présenter. Puis en fait, ça va être une présentation double. Vous avez la chance aujourd'hui d'avoir moi et Gabrielle Fortin. Donc, on va se relayer pendant toute la conférence aujourd'hui. Et puis, comme Brigitte l'a dit, on va parler un peu au début de c'est quoi la recherche, mais aussi c'est quoi les soins palliatifs. Je comprends qu'il y en a beaucoup parmi vous qui savez c'est quoi, mais on va quand même faire un petit tour d'horizon. Comme Brigitte l'a dit, moi, je suis coordonnateur de l'équipe de recherche depuis 17 ans. En fait, ça fait 17 ans que je fais de la recherche. Je suis le coordonnateur depuis 12 ans. Et je m'intéresse à la recherche en soins palliatifs depuis ce temps. Donc, qui parmi vous nous connaît? En fait, on est en recherche, mais qui parmi vous a déjà entendu parler des soins palliatifs et qui parmi vous avait déjà entendu parler qu'il y a de la recherche en soins palliatifs? La recherche en soins palliatifs, c'est quelque chose que peu de gens savent, mais oui, il y a quand même, vous allez le constater au cours de la présentation, il y a beaucoup de chercheurs qui s'intéressent à cette thématique-là. Un plan aujourd'hui très succinct, les soins palliatifs, c'est quoi? On va parler des mythes et réalités, puis on va parler de la recherche, évidemment, d'un nouveau réseau de recherche qu'on a initié en 2017, puis l'exemple de Gabrielle qui va vous parler de son parcours et de ce qu'elle fait. Vous allez voir, c'est fascinant. On va finir avec une petite perspective d'avenir. On regarde toujours un peu en arrière pour savoir d'où on est parti. L'histoire des soins palliatifs en est une très, très, très récente. On regarde l'origine avant tout les personnes. Au début, on doute bien. Là. Écoutez, les filles des Calais, écoutez le feuilleton Les filles des Calais, vous allez voir comment on décédait. C'était à domicile, c'était des soins ponctuels qui sont donnés par des proches, parfois par des médecins. En 1948, en Angleterre, il y a une dame, Mme Cicely Saunders, qui a fondé la première hospice, donc la première maison
qui était vraiment dédié à recevoir des patients en fin de vie. Le concept, par la suite, a été adopté universellement et a eu une reconnaissance par l'OMS que c'est une discipline médicale spécifique en 1990. Donc, c'est tout récent, ça fait à peine 30 ans que l'OMS la reconnaît comme une discipline médicale. La Maison Michel-Sarrazin a ouvert, elle, quant à elle, en 1985. Les soins palliatifs, c'est quoi? C'est important la définition, vous allez le comprendre. Les soins palliatifs sont des soins actifs et globaux dispensés aux personnes atteintes d'une maladie avec un pronostic réservé. Donc là, si on regarde les soins actifs, ça veut dire qu'on fait des choses. Les soins palliatifs, ce n'est pas juste tenir la main. Globaux, ça veut dire que ça englobe toute la personne. Donc, autant les caractéristiques physiques, psychologiques, émotionnelles et même spirituelles. Le pronostic réservé, ça veut dire que la personne qui est en maladie a une maladie qui évolue, okay, qui compromet les chances de survie du patient de plus ou moins long terme. Donc, c'est difficile de prévoir parfois. Il vise aussi à soulager la souffrance et les symptômes d'inconfort et à améliorer la qualité de vie des personnes. Les soins palliatifs peuvent être associés au traitement de la maladie ou devenir le pôle unique des soins. Puis ça, c'est important, je vais vous le montrer dans un petit graphique. Versus les soins curatifs qui visent à guérir la maladie et peuvent se poursuivre jusqu'à la phase avancée de la maladie. Donc, il y en a qui sont plus graphiques, il y en a qui sont moins graphiques. Je vais essayer de l'encadrer, vous allez comprendre. Donc, si on regarde la figure de gauche, en fait, la petite ligne où c'est écrit traitement ici, en fait, c'est là qu'il y a le diagnostic. Donc, l'approche traditionnelle qu'on conçoit des soins palliatifs, c'est qu'il y a un diagnostic. Par la suite, il y a une phase curative dans le temps. Et à un moment donné, il n'y a plus rien à faire. Les soins palliatifs embarquent jusqu'au décès. Donc, ça, c'est l'approche traditionnelle, c'est la figure de gauche. Et nous, l'approche qui est de plus en plus, et ça fait longtemps, c'est image tirée de l'INSPQ d'un rapport de 2006, donc ça date. C'est l'approche palliative qui est dite intégrée. Donc, lors du diagnostic, oui, il y a un potentiel curatif bien souvent qui doit être entrepris, mais tout de suite, il y a les soins palliatifs qui devraient être abordés, puis comme vous pouvez voir, qui progressent dans le temps. Donc, la partie potentielle curative diminue et la partie soins palliatifs augmente jusqu'au décès. Ça, c'est, vous voyez la flèche en rouge à droite. Et il faut inclure le deuil également dans les soins palliatifs. Donc, c'est un enjeu culturel. Je veux vous le soumettre parce que c'est une vision qui est extrêmement l'approche traditionnelle qu'on pense qu'un jour, il n'y a plus rien à faire. Là, les soins palliatifs embarquent dans le décor. Ce n'est pas la bonne vision. Il faut vraiment parler d'approche palliative intégrée. L'objectif des soins palliatifs, c'est de prévenir et de soulager la douleur et les autres symptômes, prendre en compte les besoins psychologiques, sociaux et spirituels dans le respect de la dignité de la personne soignée. Limiter l'arrivée des complications en développant des actions personnalisées à l'avance. Donc, on est plus dans une approche de prévention et améliorer la coordination entre les différentes personnes qui prennent part de près ou de loin aux soins. Donc, les soins palliatifs soutiennent la vie et considèrent la mort comme un processus normal, atténuent la douleur et les autres symptômes, intègrent les aspects psychologiques et spirituels des soins, et offre un système de soutien pour permettre aux patients de vivre aussi activement que possible jusqu'à la fin et aux proches de composer avec la maladie du patient et la période de deuil. Au Québec, grosso modo, un rapport de l'INSPQ, environ 70% des personnes décédées auraient besoin de soins palliatifs. Environ seulement 35 ont accès à des soins. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Gabrielle pour nous présenter des mythes et réalités sur les soins palliatifs. Gabrielle, tu auras juste à me dire OK pour que je change de slide. OK, merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. J'ouvre officiellement mon micro, donc ça me fait vraiment très plaisir d'être avec vous ce soir et de passer la prochaine heure aussi avec vous. Maintenant que François a très bien présenté ce qui étaient les soins palliatifs, moi j'enchaîne avec quelques mythes qui sont persistants quand même par rapport aux soins palliatifs.
Mythe numéro 1, si je reçois des soins palliatifs, c'est que je vais mourir bientôt. En fait, la réalité, là, c'est que les soins palliatifs ne visent pas du tout à précipiter la mort, puis ils ne s'adressent pas non plus seulement aux personnes qui sont en fin de vie. Donc, certaines personnes vont bénéficier des soins palliatifs pendant quelques semaines, d'autres quelques mois, et de plus en plus de personnes vont bénéficier des soins palliatifs même pendant plusieurs années. On peut changer, François. Le mythe numéro 2, si on m'envoie en soins palliatifs, c'est parce que mon médecin ne peut plus rien faire pour moi. En fait, la réalité est un peu différente. C'est-à-dire qu'il est possible que votre médecin spécialiste puisse plus vous offrir de traitements qui vont viser à guérir votre maladie. Par contre, c'est là que l'entrée de l'équipe de soins palliatifs peut s'avérer aidante pour vous aider à voir les différentes options possibles selon votre projet de vie. Donc, est-ce que je veux tenter de survivre le plus longtemps possible, par exemple, pour voir un enfant à naître ou pour pouvoir passer un maximum de temps possible avec mes proches, ceux que j'aime, ou voir aussi les différentes alternatives qui existent pour pouvoir être le mieux soulagé possible. Puis l'équipe va pouvoir voir avec vous, c'est quoi les pour et les contre de chacune des options de traitement aussi qui s'offrent à moi. Donc, ce qui est clair, c'est que les soins palliatifs, ça ne vise pas juste à donner de la morphine. C'est plus que ça. Parlant de morphine, on arrive au mythe numéro 3. Je vais devenir dépendant si on m'administre souvent des opioïdes comme la morphine. La réalité, en fait, c'est que c'est important d'avoir en tête qu'on va débuter par des petites doses. Puis au fur et à mesure que la maladie va évoluer, bien, on va réajuster ces doses-là. L'idée, c'est d'y aller progressivement. Donc, le corps va s'adapter puis va développer une tolérance aux médicaments et non une dépendance. Mythe numéro 4, on donne la morphine pour précipiter la mort. Je pense que c'est le mythe probablement le plus persistant par rapport aux soins palliatifs, puis le fait que la morphine va précipiter la mort, mais la réalité, c'est qu'avec les doses adéquates, je pense qu'il faut insister là-dessus, avec les doses adéquates, la morphine va permettre de maintenir le confort du patient sans précipiter la mort. Donc, la personne qu'elle en reçoive ou non, ce qui va provoquer la mort, c'est vraiment l'avancement de la maladie et non la morphine en elle-même. Puis le but de la morphine, c'est vraiment de soulager les personnes en soins palliatifs qui vivent souvent avec beaucoup de douleur. Mythe numéro 5, les soins palliatifs, c'est juste pour les personnes en train de mourir du cancer. Mais là, je pense que François, tu l'as très bien défait ce mythe-là tantôt. Donc, dans le fond, ça ne s'adresse pas juste aux personnes malades, mais aussi à leurs proches. Et pas seulement aux personnes atteintes de cancer, mais aussi aux personnes qui vivent avec différentes insuffisances. Donc, insuffisance rénale, pulmonaire ou cardiaque, qui vivent avec la SLA ou encore la sclérose en plaques. Le mythe numéro 6, les soins palliatifs ne visent que le soulagement de la douleur, mais c'est aussi, François, tu l'as dit tantôt, au niveau physique, on va viser à soulager différents symptômes. On peut penser aux difficultés de sommeil, difficultés respiratoires, nausées, vomissements, etc. Donc, il y a tout le volet physique, mais au-delà du volet physique, il y a aussi la volonté des soins palliatifs de répondre à de nombreux autres besoins spirituels, psychologiques, sociaux. Et c'est pour ça aussi que les soins palliatifs sont donnés, prodigués par une équipe de professionnels. Donc, les infirmières, elle est composée aussi de médecins, de pharmaciens, de travailleurs sociaux, d'intervenants en soins spirituels, parfois même aussi d'ergothérapeutes, de physio, de nutritionnistes, psychologues, voire même aussi les psychiatres dans certaines occasions. Et finalement, le mythe numéro 7, si je reçois des soins palliatifs, ça veut dire que j'abandonne mon combat. Abandonner son combat, c'est quelque chose qui heurte souvent beaucoup de patients, de parler d'abandonner des traitements, abandonner son combat, perdre son combat contre la maladie. Pour moi, en fait, on n'abandonne jamais son combat. On se choisit, on va faire des choix en fonction de soi, en fonction de nos limites, en fonction de nos valeurs. Puis on peut choisir d'arrêter des traitements invasifs pour se diriger davantage vers les soins palliatifs pour plusieurs raisons qui sont extrêmement valables. Donc, on peut vouloir éviter des effets secondaires qui deviennent trop difficiles à supporter pour nous. Puis un patient me disait un jour, si je suis pour gagner 6 mois avec ce traitement-là, mais que je suis pour passer 6 mois sur le dos à vomir, bien, tant qu'à ça, je préfère en vivre 2. 2, c'est moins, mais là, je vais pouvoir être avec mes enfants, être avec mes petits-enfants. Puis aussi, bien, la réalité, c'est que, comme on le disait tantôt, il y a des personnes qui vont bénéficier des soins palliatifs pendant plusieurs mois, voire plusieurs années aussi. Donc, il n'y a pas de question d'abandonner quoi que ce soit, c'est vraiment de se choisir, je pense. Merci, Gabrielle. 2 choses, en fait, à chaque conférence, c'est vrai que je donne et qu'on donne, on a toujours des demandes, avez-vous des livres à nous référer? Celui-là n'est pas directement en lien avec les soins palliatifs, mais c'est vraiment une belle suggestion. C'est une chercheure de notre équipe qui l'a publié.
Et c'est vraiment faire face au cancer avec la pensée réaliste. Donc, ce n'est pas de mettre des lunettes roses, ce n'est pas de mettre des lunettes noires, c'est de mettre des lunettes normales. Donc, je vous le conseille, si ça vous... il est en vente à peu près partout. C'est Flammarion qui le publicise. L'autre chose que je voulais dire que j'ai oublié, en fait, c'est que là, on va aborder cette conférence-là. Par la suite, on va avoir une période de questions et d'échanges vers la fin, pendant 15 à 20 minutes. Donc, si vous avez des questions, gardez-les en mémoire ou vous pouvez les écrire aussi dans le chat. Ça va nous faire plaisir d'interagir à la fin. Et oui, de la recherche en soins palliatifs. Donc, on est rendu là. Ça, c'est pourquoi de la recherche en soins palliatifs? En fait, je vous ai mis une slide, mais j'ai déjà fait une conférence d'1 heure sur le sujet. Donc, évidemment, les séjours, comme vous vous en doutez, en soins palliatifs, les séjours sont d'une durée extrêmement variable, parfois courts, parfois longs, qui nécessitent l'administration de traitements les plus efficaces et rapides possibles. On s'entend, c'est toujours beaucoup de gestion de symptômes. On est beaucoup dans aussi faire face à l'inconnu. Donc, les cliniciens ont besoin de s'adapter à ces situations nouvelles-là, mais ils doivent savoir c'est quoi le meilleur traitement. Puis là, on ne parle pas juste pharmacologique, donc avec des médicaments, on parle aussi des meilleures approches, des meilleures façons de gérer les malades et d'améliorer la qualité de vie. Donc, ça nécessite évidemment de regrouper des données, des connaissances sur un sujet de façon rigoureuse pour apporter la bonne question. Et c'est là qu'est venue l'idée, en fait, l'historique de la recherche à la maison de chez Sarrazin. Ce n'est pas au Québec, ça. Je présente vraiment la recherche à la maison de chez Sarrazin. En 1992, c'est Dr. Pierre Allard, qui était l'ancien médecin en chef, je ne sais pas trop comment dire, mais bon, le responsable au niveau des médecins, qui a mandaté à la MMS de développer de la recherche. Donc, Pierre Gagnon et d'autres ont commencé à faire des études, je dirais plus des petites études pilotes, qui essayaient à droite et à gauche. Et puis, de fil en aiguille, il y a plusieurs chercheurs qui se sont joints à l'équipe, dont Michel Aubin, qui est une autre médecin, Lise Filion, une psychologue en soins infirmiers, et Serge Dumont en travail social, en service social, excusez-moi. Et puis, en 1997, l'équipe avait quand même grossi avec elle plusieurs chercheurs et il y a eu une reconnaissance provinciale. Donc, le Fonds de recherche en santé du Québec a financé un peu d'argent, en fait, a donné un peu d'argent pour payer une infrastructure de recherche. Donc, un petit peu de temps pour une personne dédiée, tout ça. En 2003, il y avait tellement de monde, on était tellement rendus nombreux qu'il a fallu déménager. Donc, on a quitté la maison de chez Sarrazin. Pour ceux qui sont familiers avec la maison de chez Sarrazin, on occupait vraiment la partie en bas à côté du centre de jour après avoir monté des marches. Donc, on avait tous ces espaces-là. En 2003, donc, on est déménagé à l'Hôtel-Dieu. En 2004, il y a eu une reconnaissance nationale et internationale. On a été classé 2e au Canada pour une équipe en émergence pour les soins palliatifs au Canada. Et de fil en aiguille, ça nous a amené à la création de l'ERMOS. L'ERMOS, qui est l'équipe de recherche Michel Sarrazin en oncologie psychosociale et soins palliatifs. Oncologie psychosociale, c'est beaucoup qu'est-ce qui a trait à la qualité de vie, tout ça. C'est des méthodologies de recherche qui étaient très similaires. Donc, c'est pour ça qu'on a regroupé tout ce beau monde-là à Québec, juste à Québec. Donc, il y avait 20 chercheurs à Québec. Et puis, en 2016, on a débuté les discussions pour créer un réseau donc provincial. Et c'est à force de beaucoup de sueur, de front et de pitonnage sur le clavier pour qu'on a créé un beau plan de développement sur 4 ans. Et on a créé un réseau thématique qui a été financé par le FRQS. Donc, je vais vous présenter. Je me rappelle très bien que ça a été... l'annonce a été faite au congrès de Lévis de l'OQSP et je peux vous dire que moi, j'ai vu Brigitte Laflamme danser sur scène. Donc, c'est pas plus dire. Il n'y en a pas beaucoup qui ont vu ça dans leur vie. Moi, je l'ai vu. Donc, un nouveau réseau de recherche. Pourquoi un réseau québécois de recherche? C'est pour rassembler les chercheurs qui travaillent à la thématique des SPAV. SPAV, c'est un acronyme qui veut dire soins palliatifs et de fin de vie. Ça va plus vite. Pour faciliter la recherche dans ce domaine, augmenter le partage des connaissances, parce que les chercheurs sont bons pour trouver ils font des découvertes, mais ils ne le disent pas aux autres.
Donc, c'est aussi grâce à un réseau qu'on est capable de promouvoir les connaissances vers autant les milieux de recherche que des milieux cliniques. Et faire des soins palliatifs et de fin de vie une priorité en recherche au Québec. Et tout cela, ça passait par un regroupement des chercheurs en une équipe. C'est pour ça qu'on l'a appelé le Réseau québécois de recherche en soins palliatifs et de fin de vie. Il est et de fin de vie, donc le RQ-SPAL. C'est très important, le fin de vie. Donc, je vais pas vous embarquer trop avec des définitions et tout ça, mais c'est juste pour vous dire que la mission du Réseau québécois de soins palliatifs est de mener des études et des projets dont les résultats permettront d'offrir des soins de qualité, faciles d'accès et équitables aux personnes qui ne pourront pas guérir de la maladie. Nos projets portent sur les soins palliatifs et de fin de vie dès le moment où la maladie est annoncée. Donc, on se rappelle l'approche intégrée et portent aussi sur les proches des patients, parce que trop souvent, ils sont exclus. Et nos projets permettent aussi d'être un leader en recherche au Québec, au Canada et dans le monde. Je vais vous en parler plus tard. Le mandat, c'est de développer une expertise dans la recherche en soins palliatifs et par le développement et le transfert de connaissances. Donc, les chercheurs, il y a 3 grands axes de recherche qu'on fait. Le premier, c'est optimiser la qualité de vie de la personne en soins palliatifs. Donc, les responsables, on a une chercheure de Québec et une de McGill, Mélissa Henry. De Québec, c'est Lynn Gauthier. Donc, on parle de recherche clinique et psychosociale, beaucoup de gestion de symptômes, autant en bas à gauche, c'est la douleur, la fatigue, la batterie est à terre, la nausée, le délirium. C'est beaucoup des points qui sont à l'étude. Et présentement, il y a un grand chantier, un grand projet qui est de créer une banque de données, une banque d'outils, en fait, que les maisons et les unités en soins palliatifs pourraient utiliser. C'est un grand projet qu'on est en train de mener. Le deuxième axe, c'est adapter les soins palliatifs au contexte pédiatrique, parce qu'il faut savoir que la pédiatrie, c'est différent que l'adulte. Et c'est une chercheure de l'UQO, Josée Chénard, et Marianne-Olivier d'Avignon, qui est de l'Université Laval, qui s'occupe de cet axe de recherche-là. S'intéresse aux proches, à la famille, puis aux besoins spécifiques à cette clientèle. Et présentement, l'image en bas à droite, on voit les phases de transition de l'enfant. Il y a un projet qui est spécifique sur justement trouver s'intéresser en fait aux phases de transition chez l'enfant, l'adolescent, l'adulte. C'est un des projets. Un des autres grands axes, c'est améliorer l'accessibilité et l'équité dans la prestation des soins et des services. C'est une personne de Sherbrooke qui est en charge, Mme Diane Guy. Elle, c'est sur l'innovation dans les programmes et les façons d'offrir les soins, excusez-moi. Et on a un observatoire national de soins palliatifs et de fin de vie. C'est un grand projet. Je ne peux pas vous en parler parce qu'encore une fois, c'est juste ça, c'est une conférence. Et peut-être que dans les X prochaines années, vous allez en entendre parler, mais nous, on travaille fort avec le ministère présentement pour doter le Québec de vraiment un endroit où est-ce qu'il y aurait une vigie, autant au niveau scientifique, puis pour essayer d'aider à éclairer nos décideurs pour prendre des bonnes décisions en soins palliatifs au Québec. Le réseau québécois, c'est multidisciplinaire, multifacultaire, c'est 64 chercheurs réguliers, c'est 64 membres associés au réseau, plus de 120 étudiants. C'est dans toutes les universités au Québec, on a du monde partout. Puis, comme vous pouvez voir à droite, c'est vraiment, on a des chercheurs qui s'intéressent dans tous les domaines. Donc, c'est intéressant. Donc, quand il y a une problématique X, on peut le regarder sous plein d'angles, autant au niveau médical qu'au niveau psychosocial, psychiatrique, l'éthique, la théologie, on a en sciences d'éducation même. Donc, c'est intéressant d'aborder tout ça selon plusieurs angles. Un réseau de recherche, ça sert à quoi? C'est que chaque chercheur il produit des résultats, ils font des études, ils ont des résultats. Là, il faut qu'ils publient, puis ils sont seuls. Un réseau de recherche, l'important, c'est d'accroître la collaboration entre les chercheurs pour créer des résultats communs. C'est à peu près, c'est la façon la plus imagée de représenter qu'est-ce qu'un réseau de recherche et à quoi ça sert. C'est sûr qu'on fait d'autres choses. C'est un des nombreux mandats. On a une belle infolettre. Si vous voulez vous inscrire, là, vous n'avez pas à être en recherche pour vous inscrire. En fait, puis vous allez voir, vous n'avez pas à être en recherche pour participer à nos activités. On en a plein, puis ils sont tous gratuits. Donc, on a une belle infolette. Ça fait l'annonce des faits d'actualité, des conférences, des congrès. On l'envoie 2 fois par semaine, 2 fois par mois, excusez-moi, aux 2 semaines.
On a déjà plus de 1000 abonnés. Puis, vous pouvez vous abonner si vous allez sur notre beau site web qui est recherchesoinspalliatifs.ca. Vous allez, il va y avoir un bouton infolette et vous pouvez vous inscrire. C'est gratuit, puis tout va bien. Notre infolette, on en reçoit tellement de courriels puis de courriels que nous, là, si dans 3 minutes, vous n'avez pas lu l'infolette, il y a eu un problème. Un short and sweet, comme on dit notre infolette. Les autres choses, c'est qu'on est sur tous les médias sociaux. Si ça vous tente, vous pouvez nous rejoindre, nous suivre. Ça nous fait grand plaisir. On est beaucoup sur Facebook, sur Twitter, évidemment, LinkedIn un peu moins. On est beaucoup sur YouTube. On est rendu à 103 vidéos, des vidéos comme on fait là, des conférences, des trucs comme ça, que vous pouvez visionner n'importe quand, n'importe comment. On est quand même rendu à plus de 25 000 vues. On est quand même assez fiers pour quelque chose hyper spécialisé comme la recherche. Puis on est assez jeune, là. On a rien que 4 ans d'existence. Donc, voilà, on fait une dizaine de conférences à chaque année. Vous pouvez nous rejoindre. La prochaine, c'est le 11 juin. On a une journée scientifique internationale. En octobre dernier, on avait 500 inscriptions de personnes en fait, on avait 12 pays, des gens de 12 pays, francophones, évidemment. Alors, je ne sais pas comment ça s'est rendu à l'île de la Réunion, mais on avait du monde de l'île de la Réunion. Tu sais, c'était assez cocasse. Et puis, voilà, on avait 500 personnes qui étaient présentes. Là, cette année, on récidive. Ça va être sur la thématique de l'aide médicale à mourir. Ça va être le 4 novembre prochain, en matinée, donc de 8 h à midi, gratuit, évidemment. Puis nous, au sein de notre réseau, on a un comité étudiant. En fait, on a plein d'étudiants, puis ils sont géniaux. Ils sont vraiment incroyables sur tout ce qu'ils font. Donc, ils ont fait autant des conférences, des journées annuelles, une semaine étudiante. Puis tout ça, c'est gratuit. Fait que si ça vous tente de participer, ben voilà, vous pouvez participer à tout ce qu'on fait, puis vous êtes plus que les bienvenus. Sur ça, je vais laisser Gabrielle vous présenter un peu son parcours et qu'est-ce qu'elle fait. Merci François. Ben oui, en fait, j'avais envie, avant de vous parler de mes projets de recherche, de vous parler un petit peu plus intimement de mon parcours parce que ça pourra peut-être aider à élucider la question que vous avez peut-être. Qu'est-ce qui fait que dans la jeune vingtaine, on s'intéresse aux soins palliatifs et pire, à la recherche en soins palliatifs au point de vouloir en faire une carrière? Je blague, le pire, c'était pour démystifier les soins palliatifs. Mais en fait, pour ma part, la première fois que j'ai entendu parler des soins palliatifs, c'était en 2009. Donc, ça a été ma première expérience avec les soins palliatifs. À l'été 2009, moi, j'ai un papa qui est en pleine santé, qui a toujours été en très bonne santé aussi. Pendant l'été, il se met à ressentir différents symptômes. Il y a de plus en plus de difficultés à avaler. Il sent qu'il y a une perte d'énergie. Il y a des courbatures. Il ne se sent vraiment pas bien. Donc, il s'en va passer différents tests médicaux. Puis, en début septembre, il reçoit un diagnostic. Il y a une masse dans l'œsophage qui comprime vraiment, vraiment beaucoup l'espace qu'il y a pour manger, pour respirer, tout ça. Puis il y a des masses et des métastases à peu près partout dans son corps. Et le médecin oncologue qui lui donne ses résultats lui dit, ben, on va vous envoyer en soins palliatifs pour la suite. Et pour ma famille et moi qui n'avaient jamais entendu parler de soins palliatifs, pallier voulait dire pour nous remédier, voulait dire corriger. On n'avait pas tout à fait bien compris. Mais les semaines ont passé, puis en fait, quelques semaines plus tard, l'état de santé de mon père s'est dégradé très, très, très rapidement. Il perdait beaucoup de poids, puis on a compris qu'il allait mourir. Puis effectivement, il est décédé très rapidement, là, mon père, dans sa trajectoire. Il a reçu son diagnostic au début septembre, puis il est décédé le 21 novembre 2009. Vous comprenez que ça a été un accompagnement qui a été très bouleversant, très triste, mais aussi très déterminant pour moi parce que aussi triste puis bouleversant ce que ça pouvait être, j'ai eu ce sentiment-là très étrange, mais très beau aussi, de me sentir à ma place dans ce rôle d'accompagnement-là de mon père, tellement marquant, tellement significatif, que ça me conduit à faire mon stage terminal de baccalauréat en travail social au centre de jour de la maison Michel Sarrazin l'année suivante, centre de jour qu'on appelle maintenant le centre Bon Enfant Dionne. Donc, je fais mon stage là, puis à la fin de mes études, j'ai été engagée comme travailleuse sociale remplaçante, rôle que j'occupe toujours encore aujourd'hui. J'en suis très heureuse, très privilégiée. Ce stage-là, puis mon travail de travailleuse sociale en soins palliatifs, ça vient vraiment confirmer mon intérêt et même, je dirais plus que ça, ça a permis de confirmer chez moi une passion pour les soins palliatifs et
quand je me réalise comme travailleuse sociale, il y a différents éléments qui me questionnent, des façons aussi de faire dans les soins, l'organisation des services qui me fâchent. Puis j'ai une curiosité, j'ai une soif d'apprendre, puis j'ai envie d'en faire plus pour le patient et sa famille. Et ça me conduit à la maîtrise. À la maîtrise, je me suis intéressée à l'implication des proches dans les décisions en soins palliatifs, une contribution qui est importante dans le rôle des proches, mais qui est quand même souvent peu reconnue et peu documenté aussi. Donc, j'en fais mon projet de maîtrise, mais ce n'est pas assez. Je poursuis ensuite au doctorat en 2013, toujours en travail social. Et dans le cadre de mes études doctorales, je me suis intéressée à la communication en prévision de la fin de vie. Donc, comment les soignants abordent les soins palliatifs, comment ils abordent aussi les objectifs de soins en prévision de la fin de vie avec la personne malade et ses proches. Je vais vous reparler de ma thèse de doctorat à la diapo suivante, mais en fait, juste pour finir la petite ligne de vie que vous voyez sur la diapo ici, pour vous dire, dans le fond, où j'en suis maintenant. Bien, en fait, en 2020, j'ai été engagée comme professeur-chercheur à l'Université Laval, à l'École de travail social et de criminologie. Ce que ça veut dire, c'est que maintenant, je sépare à peu près ma charge de travail de la façon suivante. J'enseigne au premier, au deuxième puis au troisième cycle comme professeur et je dirige différents projets de recherche en soins palliatifs et en oncologie majoritairement. Et ça fait aussi en sorte que je suis chercheur régulière au sein du RQSPAL, dont François vous a parlé tantôt, au sein de l'équipe de recherche aussi de la Maison Michel Sarrazin et au CHU de Québec, qui, dans le fond, m'aide vraiment à développer mes projets de recherche, à innover, puis à faire aussi des liens entre différents chercheurs pour faire rayonner le plus possible ma programmation de recherche. On peut changer, François. Merci. Donc, je reviens à l'origine de ma thèse qui porte sur l'amélioration des dialogues en fin de vie. D'où ça part? Bien, en fait, ça part vraiment beaucoup du fait qu'il existe toujours un tabou autour de la mort. Même si on en parle de plus en plus dans les cours au cégep, à l'université, dans les médias sociaux, à deux filles le matin, il reste que dans nos parties de famille, on parle encore très peu de la mort, de ce qu'on souhaite aussi pour notre fin de vie. Hein. Il demeure un tabou qui fait qu'on en parle peu entre nous et qu'on se projette peu aussi dans notre fin de vie par rapport à la mort aussi. Et ce malaise-là existe aussi chez les soignants. Parce que comme ce n'est pas très ouvert entre les familles, que les gens y ont peu réfléchi, c'est aussi difficile pour les soignants d'ouvrir la communication sur si ça va moins bien, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Donc, malheureusement, souvent, quand les patients reçoivent un diagnostic de maladie grave, on va attendre souvent très tard dans la trajectoire de soins pour aborder la fin de vie, aborder les soins palliatifs, aborder les objectifs aussi de soins en fin de vie. Ça fait en sorte que, si tu veux revenir, François, je n'ai pas tout à fait fini, merci. Ça fait en sorte que les patients sont souvent peu accompagnés parce qu'ils ont été peu préparés à réfléchir à leur fin de vie. Et il y a aussi le fait que les professionnels sont peu, voire pas formés spécifiquement au dialogue sur la fin de vie puis la mort dans le cadre de leur formation. Donc, j'ai eu l'idée au doctorat de développer une formation interprofessionnelle pour améliorer la communication sur la fin de vie avec la participation de la personne malade et ses proches. Puis pour faire ça, j'ai réuni des médecins, des infirmières, des travailleurs sociaux, des intervenants en soins spirituels, mais aussi un patient puis un proche pour qu'on puisse réfléchir ensemble sur la meilleure formation possible pour rejoindre l'ensemble des besoins des acteurs qui sont impliqués dans les discussions en fin de vie. On peut changer. Quelques faits saillants de la thèse, bien en fait, ce que cette formation-là a permis, ça est d'abord de sensibiliser les professionnels au rôle des différents professionnels spécifiquement en fin de vie. Donc, quand on parle d'objectifs de soins, ça peut être quoi le rôle du travailleur social, ça peut être quoi le rôle de l'intervenant en soins spirituels, et puis travailler aussi ensemble, puis constater que quand on travaille bien ensemble, ça a des bénéfices pour le patient, puis la communication devient beaucoup plus facile, plus authentique, plus fluide aussi. Un deuxième constat qui est issu de la thèse, c'est l'importance d'outiller les personnes malades pour favoriser leur pouvoir d'agir. Donc oui, c'est important de former les professionnels, mais il faut aussi développer des outils pour que le patient puisse réfléchir et se préparer à ces rencontres. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? C'est quoi mes limites? Qu'est-ce que je me sens à l'aise de partager avec mes proches? Qu'est-ce que je ne suis pas à l'aise de faire? Conséquemment, l'équipe de soins palliatifs et pas seulement les médecins peuvent aider le patient à réfléchir à ces différentes questions-là en prévision de sa fin de vie puis des choix sur l'intensité des soins qu'il va vouloir recevoir.
Autre effet saillant, c'est la pertinence de co-construire pour développer des formations adaptées aux personnes qui présentent des besoins particuliers. Donc, co-construire comme je l'ai fait dans la thèse, en assoyant, en réunissant ensemble des patients, des proches et des professionnels de la santé pour développer des formations qui permettent de répondre vraiment aux besoins qui sont ressentis sur le terrain. Et pour la suite, il faut aussi faire des formations pour les personnes qui ont des besoins particuliers. Donc, on ne peut pas former de la même façon des professionnels qui travaillent en soins palliatifs pédiatriques, par exemple, des personnes qui vivent avec un proche qui vit avec une déficience intellectuelle ou avec une démence. Donc, on a des besoins spécifiques et il faut que les professionnels soient formés de manière à pouvoir répondre à ces besoins particuliers-là. On peut changer la diapo. Donc, les objectifs de ma programmation de recherche visent toute la même affaire, qui est de rejoindre ma principale motivation en recherche, contribuer à améliorer la communication sur les soins palliatifs, la fin de vie puis la mort entre les professionnels, les proches et les personnes malades. Pour faire ça, la programmation de recherche s'articule autour de 3 grands axes. Un premier axe qui porte sur l'importance d'aller voir dans la littérature, c'est quoi les besoins des personnes en soins palliatifs, c'est quoi les pratiques actuelles pour bien les accompagner dans leur choix en fin de vie. Ça nous permet après de pouvoir développer puis évaluer des services de soutien pour les personnes en soins palliatifs et leurs proches. Et pendant qu'on développe ces services-là, mais c'est important aussi de développer de la formation pour soutenir les professionnels en soins palliatifs. Donc, mes projets de recherche là, tournent vraiment autour de ces 3 grands points-là que vous voyez ici. On peut la changer. Mes sources d'inspiration de mes projets de recherche, en fait, moi, je fais de la recherche qu'on dit participative. Donc, j'implique les gens avec qui je veux travailler. C'est important pour moi dans mes projets de recherche que les patients aient une voix, les proches aussi. C'est certain aussi que mon travail comme travailleuse sociale m'influence aussi beaucoup dans la réalisation de mes projets de recherche, puis la collaboration avec mes collègues, les professionnels en soins palliatifs, mes collaborations aussi avec les chercheurs du Réseau québécois de soins palliatifs puis de l'Hermos inspire beaucoup mes projets. Puis ce que je souhaite faire, c'est de la recherche avec les gens, pour les gens. Je veux que ça leur soit utile. C'est vrai pour moi, puis je vous dirais que c'est vrai pour de plus en plus de chercheurs aussi. Leur volonté de faire de la recherche qui soit participative et qui soit utile, qu'on va dire le plus possible pragmatique. Donc, peut-être pour terminer sur mon parcours, j'avais envie de vous parler brièvement de 2 projets de recherche que je mène actuellement. Le premier qui s'inscrit dans l'axe 2 du Réseau québécois de soins palliatifs, donc en soins palliatifs pédiatriques. C'est un projet qui porte sur l'accompagnement des familles dont un enfant atteint de cancer avancé transite vers les soins palliatifs de fin de vie. Cette transition-là est souvent floue parce que les enfants en soins palliatifs ce qui les distingue peut-être des enfants avec d'autres trajectoires ou versus les adultes, c'est qu'ils vont demeurer dans un temps très, très, très limité en soins palliatifs de fin de vie. Donc, la période de fin de vie, cette transition-là est peu documentée, mais est aussi très souffrante pour les parents. Donc, quand on fait de la recherche, on commence souvent par la première étape, comme on a fait dans le cadre de ce projet-ci, une recherche de la littérature. Pourquoi on fait ça? Premièrement, pour aller voir c'est quoi les besoins, c'est quoi la réalité des gens qui vivent cette problématique-là, mais aussi et surtout pour aller voir qu'est-ce qui existe déjà ailleurs, pour éviter de répéter inutilement des choses qui ont déjà été faites. Donc, par exemple, si une intervention pour les parents dont l'enfant est atteint de cancer avancé a déjà été développée en Australie puis qu'on voit qu'elle fonctionne bien, l'idée, c'est de la présenter ici, d'aller voir les besoins des familles, les réalités des familles québécoises pour pouvoir adapter cette formation-là, la traduire, mais de pouvoir aussi l'utiliser. Donc, ça a une importance significative de faire ce travail de recherche-là. C'est ce qu'on a fait cet hiver avec mes collègues qui sont là d'ailleurs ce soir. Là, bonjour Anaïs, bonjour Catherine. Donc, avec mon équipe de recherche, là, on a fait une recension qui va être publiée, si ça vous intéresse, dans la revue Frontières, quelque part là, à la fin de l'été ou au début de l'automne. Donc, vous pourrez voir qu'est-ce que ça donne, mais en gros, ce qu'on a vu, c'est l'importance de créer des souvenirs à l'hôpital avec l'enfant mourant, comment ça pouvait aider le deuil des parents par la suite et aussi les gestes de commémoration qui sont initiés par les soignants. Donc, 6 mois plus tard, d'envoyer une carte pour dire, on pense à Benjamin aujourd'hui, ça aurait été sa fête aujourd'hui. Donc, ces petits gestes-là vont avoir un impact significatif sur le deuil des parents, le fait qu'on continue à rendre hommage à la mémoire de leur enfant. Donc, ce
ce genre de choses-là là, nous a été confirmé dans la littérature. Puis ça fait en sorte aussi qu'on va pouvoir les transmettre aux gens qu'on va aller voir à Québec. Puis la prochaine étape, justement, c'est ça. Dans les prochains jours, on va faire un résumé de notre recension, ce qu'on a trouvé dans la littérature, pour aller la présenter aux équipes en oncologie puis en soins palliatifs du CHU de Québec, pour aller voir, bien, de votre côté, c'est quoi vos besoins, c'est quoi la réalité des familles à Québec et comment on peut mieux vous aider, comment on peut développer aussi des services de soutien. On peut échanger, François. Il m'en reste une. Et un autre projet qui a démarré là, il y a à peine quelques semaines, c'est l'accompagnement des jeunes familles dont un parent est atteint de cancer avancé. On démarre là, la recherche de la littérature et je vous dirais que c'est un projet qui me tient particulièrement à cœur parce que les jeunes adultes, c'est-à-dire les adultes de 18 à 39 ans, il y a un pourcentage très, très, très important qui vont recevoir des traitements très agressifs jusqu'à très tard dans la trajectoire de soins. Puis ces jeunes adultes-là vont passer quelques heures, quelques jours, quelques semaines en soins palliatifs et une grande majorité d'entre eux vont décéder à l'hôpital dans des conditions très difficiles. Quand on pense à des jeunes adultes, ça veut aussi souvent dire un conjoint, des enfants, des grands-parents, la fratrie, la famille élargie, puis des amis qui sont dans une grande détresse aussi de voir un jeune adulte qui va décéder. Et il y a peu de services spécifiques adaptés pour cette tranche-là de la population. Et pour les soignants, parce que moi, je travaille toujours un peu dans ces deux optiques-là en même temps. Pour les soignants, un voisin me disait que récemment, il avait annoncé dans la dernière année avec ses collègues, qui est oncologue, à 6 femmes enceintes qu'elles étaient atteintes d'un cancer avancé. Imaginez la détresse de ces soignants-là, d'avoir à annoncer une maladie grave à une jeune personne qui, en plus, porte la vie en elle. C'est extrêmement difficile et il y a peu de soutien aussi pour les professionnels de la santé. Donc, ça me tient particulièrement à cœur pour pouvoir les soutenir de travailler en recherche sur cette population-là. Merci infiniment, Gabrielle. C'est super intéressant sur quoi tu travailles. Puis d'ailleurs, tu sais, les phases de transition en soins palliatifs pédiatriques, ben, vous êtes tous pas mal au courant. Il y a eu une émission de TV qui s'appelle Autisme bientôt majeur, qui, c'est pas dans la même condition, mais il s'interrogeait beaucoup, beaucoup. Il y avait un gros aspect sur toutes les phases de transition entre le mineur et l'âge adulte. Et c'est quelque chose qui, potentiellement, on pourrait collaborer justement avec un autre réseau de recherche sur l'autisme pour voir comment que les chercheurs ont abordé la question. C'est des choses qu'en tant que réseau, on peut mettre en contact des chercheurs ensemble. Perspective d'avenir, écoutez, il me reste environ 2 minutes, donc on va conclure là-dessus. Les perspectives d'avenir, en fait, c'est l'aide médicale à mourir au Québec qui a lieu depuis maintenant 6 années, 5 années et demie. Il va peut-être avoir une ouverture à d'autres clientèles éventuellement. On a vu tous les débats juridiques, législatifs en cours. On ne les a pas présentés aujourd'hui parce que, encore une fois, on aurait pu passer des heures là-dessus. Donc, il y a une augmentation aussi des demandes de soins palliatifs car la population est vieillissante. Et pour notre réseau de recherche, bon, nous, on va essayer de renouveler notre financement. Puis on va accroître des collaborations au niveau international au cours des prochaines années. Puis on aimerait ça aussi faire des conférences grand public. En fait, moi puis Gabriel, on va essayer d'aller dans le réseau des bibliothèques pour faire des conférences auprès de plus de gens possible, en fait. Donc, conclusion, et on a plusieurs enjeux importants qui sont présentés lorsqu'on effectue de la recherche en soins palliatifs et de fin de vie. On en a un peu parlé et c'est sûr qu'il y a plein d'éthiques, plein de questions au niveau aussi de la faisabilité. Les soins palliatifs, bon, on a des mythes versus la réalité qui sont bien différentes. La loi est évolutive, comme je viens juste de le dire, il va y avoir des changements encore dans le futur. Et il est important de continuer d'aider, de soulager au maximum les personnes en fin de vie, évidemment. C'est une des conclusions qu'on a à vous partager aujourd'hui. J'aimerais savoir qui d'entre vous vont aller vous inscrire à notre infolette et qui va nous suivre sur les médias sociaux. Je vous encourage grandement. Ça nous ferait plaisir de vous compter parmi nous. Gênez-vous pas, on est là pour ça. Et puis, on est toujours prêt à discuter. Donc, si vous voulez en savoir plus, consultez notre site web qui est recherche-palliatif.ca. Et puis, si vous voulez des questions, des commentaires, vous pouvez m'écrire, ça va me faire plaisir de vous répondre. Et voilà,